Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur un sujet légèrement différent, même si ça a toujours trait au domaine de la tech et notamment aux smartphones, puisque nous allons parler alors non pas du conflit qui oppose le gouvernement des États-Unis à Huawei, mais plutôt des incidences que cela a autour de ce conflit. Alors ici on ne va pas essayer de savoir qui a tort, qui a raison, le but n'est pas de chercher à prendre fait et cause pour quelqu'un, c'est juste d'essayer d'analyser concrètement ce que cela implique comme incidence pour nous. Depuis maintenant le mois de mai, je crois 2019, il y a donc des sanctions américaines de plus en plus lourdes à l'encontre de Huawei. Alors cette incidence, pour l'instant, elle est logicielle. Ça signifie que les services Google sont soit inactifs, soit fortement dégradés, parce que ne pouvant plus utiliser par exemple la synchronisation. Donc ça c'est la première incidence et elle est quand même déjà très notable à mon avis dans nos pays notamment. C'est beaucoup moins sensible en Chine puisque c'était déjà des services qui n'étaient pas utilisés. Les États-Unis pourraient éventuellement souhaiter aller encore plus loin en interdisant même la fabrication ou plutôt l'utilisation des processeurs Kirin. Bon, sans reprendre l'historique du conflit, on va déjà regarder sur une petite frise historique quels sont les événements qui se sont déroulés au cours des 2 derniers mois. Juste ces 2 derniers mois. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui évolue sans arrêt et ça ne va pas forcément en se calmant puisque les États-Unis auraient, je dis bien auraient, ça reste du conditionnel, le désir de chercher à frapper encore plus fort Huawei. On peut même dire qu'ils chercheraient, si cela s'avère vrai, à tout simplement faire disparaître les smartphones Huawei du marché. Et de son côté, le fabricant chinois essaye de contourner au maximum pour l'instant les limitations logicielles qui lui sont imposées par cet embargo américain. Et notamment, il a essayé, enfin en tout cas le projet est lancé, de s'associer avec d'autres constructeurs chinois pour faire leur propre store d'applications. Pour l'instant, on ne peut pas en dire grand chose de plus parce que ça reste quelque chose qui n'est pas vraiment disponible chez nous et il faudra voir comment ça va évoluer au cours des mois qui viennent. Bon, une chose est quand même évidente, je ne vais pas parler de l'Asie en général parce qu'à mon avis ça a très peu d'incidence pour le moment au niveau du marché asiatique, voire peut-être même que ça le booste un petit peu, mais au niveau de nos marchés, notamment de celui de la France, l'incidence pour Huawei a vraiment été particulièrement mauvaise puisque ces chiffres se sont effondrés. Je crois que c'est de 42% si je ne dis pas de bêtises, mais je vous affiche les chiffres qui ont été publiés en début d'année 2020 concernant l'exercice 2019. Bon, comme vous pouvez le voir, les chiffres sont quand même particulièrement mauvais pour Huawei. D'autres marques ont été fortement boostées. Est-ce que c'est ça qui en est la cause? Pas forcément, c'est très difficile d'essayer d'analyser sur juste quelques chiffres un marché. Huawei a sorti fin 2019 le Mate 30 Pro, un téléphone qui a vraiment des caractéristiques très intéressantes, qui est puissant, qui a notamment au niveau de la photo, quelque part j'ai envie de dire c'est probablement le meilleur photophone sorti fin 2019. Il a vraiment été publicité par ceux qui l'ont essayé. Le problème, c'est quand vous abordez le côté logiciel, l'absence du Play Store d'une façon générale rend tout très compliqué. Tout le monde n'a pas envie de parcourir les sites nébuleux pour chercher un APK avec de forts risques d'avoir en plus une application vérolée. Je vais vous mettre comme une petite liste de ceux qui fonctionnent quand on réussit à les trouver et de ceux qui ne fonctionnent pas ou très partiellement. Et un élément qui concourt malgré tout aussi à de mauvais chiffres, c'est que le Mate 30 Pro par exemple, malgré ses fortes restrictions logicielles, puisqu'elles sont logicielles, il était quand même vendu à un peu plus de 1000 €. Moi je vous avoue qu'à titre personnel, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas parce que j'ai autre chose à faire que de bidouiller à droite à gauche pour avoir les services auxquels je suis habitué au quotidien. Alors bien sûr, il existe aussi la possibilité de cloner votre ancien téléphone pour récupérer notamment les applications. Je pense que tout ne sera pas totalement fonctionnel. J'ai pas essayé, donc c'est vraiment de la pure spéculation. Donc avoir un téléphone malgré tout vendu aussi cher, c'est un peu étonnant. On peut se poser la question. Et si vous suivez l'actualité, viennent d'être annoncées cette semaine
les téléphones pliants Mate XS. Donc ce téléphone pliable devrait a priori sortir chez nous. Alors ça reste hypothétique, hein, ça devait être le cas l'année dernière, ça ne s'est jamais fait. Cette année, on verra ce qu'il en est. Techniquement, il est assez impressionnant, il est quand même très très bien équipé, notamment au niveau photo, il a, si je ne dis pas de bêtises, les mêmes capteurs que le Mate 30 Pro, et il a les mêmes restrictions logicielles, donc à savoir, il est amputé de tout un ensemble d'applications. Et malgré tout, il est vendu à 2 499 €. En tout cas, voilà, une politique tarifaire extrêmement élevée, donc s'il sort, je ne vois pas trop quelle sera sa clientèle. Alors Huawei va également lancer un nouveau téléphone le 26 mars. Le lancement se fera en France. C'est le P40, P40 Pro. Donc un téléphone qui est là aussi très attendu. A priori, il devrait être très puissant. Il est fortement attendu du côté de la photo, donc il devrait probablement encore améliorer l'expérience du Mate 30 Pro, on peut l'imaginer. J'ignore à combien il sera lancé, mais on va être sur un téléphone qui va être vendu cher. Bon, malheureusement, l'embargo fait que pour nous, ils sont nettement moins intéressants. Donc c'est, je pense, très difficile pour Huawei de réussir à justifier déjà de vendre des téléphones sans les services associés auxquels nous sommes habitués. Et en plus, les vendre à ce prix-là. Alors il y a une clientèle malgré tout, parce que quelqu'un qui recherche en tout premier lieu un photophone de très grande qualité sera probablement prêt à faire l'impasse sur un certain nombre de choses. Mais ça ne concerne qu'une petite population. Donc c'est vrai que j'ai du mal à voir comment Huawei va réussir à contourner ça. L'ouverture d'un store commun à plusieurs constructeurs chinois, Lab Gallery, c'est probablement une solution qui pourra améliorer certaines choses, mais ça ne les améliorera que partiellement. Ça permettra déjà d'avoir un store qui propose tout un ensemble d'applications sans aller chercher des APK à droite à gauche avec les risques inhérents. Par contre, est-ce que tout le monde est prêt à faire l'impasse sur les synchronisations Google, sur l'application YouTube, sur... Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas et je reste perplexe parce que malgré tout, il ne faut pas oublier qu'Android, c'est l'écosystème de Google et donc ces services, ils sont fortement associés et quelque part, je ne suis pas certain que ça soit vraiment aussi confortable. Alors en fait, je souhaiterais avoir votre retour. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez intéressé malgré tout par un téléphone Huawei, bien qu'il ait ses restrictions logicielles? Est-ce que vous seriez prêt malgré tout à mettre notamment, si on prend le Mate 30 Pro, 1000 € dans un téléphone qui ne soit pas totalement utilisable, ou du moins pas utilisable avec l'ensemble des services? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je serais curieux d'avoir votre position. Et donc peut-être vous posez-vous la question du pourquoi de ce titre. Alors le pourquoi de ce titre, c'est tout simplement cette rumeur. J'appelle ça une rumeur parce que pour l'instant, ce n'est pas officiellement annoncé par le gouvernement des États-Unis, donc ça reste vraiment hypothétique. Mais il semblerait qu'il commence à réfléchir à la possibilité d'interdire à Huawei d'utiliser les processeurs Kirin. Bon, je vais vous la faire courte. Les processeurs sont fabriqués aujourd'hui avec des machines-outils qui sont soit de conception américaine, soit utilisant de façon assez importante des brevets américains. J'en sais pas plus, c'est un domaine que je maîtrise pas, mais voilà l'idée générale. Et les États-Unis apparemment souhaiteraient imposer via ces brevets une licence qui autoriserait ou pas à construire et notamment à revendre des produits utilisant des machines sous technologie ou sous brevet américain. Donc le fabricant des processeurs Kirin, qui est taïwanais, je n'ai plus le nom de la société, mais à la limite c'est pas ça le plus important, et donc ce fabricant ne serait pas interdit de fabriquer les processeurs Kirin, mais il serait interdit qu'il les vende à Huawei. Alors pour l'instant ça reste très hypothétique parce que ce serait aussi pour le fabricant de processeurs taïwanais la perte de son principal client, parce que je crois que c'est son plus gros client, Huawei. Alors, au-delà de cette guerre entre les États-Unis et Huawei, il y a un petit peu aussi la problématique des brevets logiciels, des brevets sur les machines, enfin, des brevets en général. Bon, c'est le partisan des logiciels libres qui vous dit ça, donc je sais que je ne suis pas forcément objectif, mais on voit aujourd'hui quand même que, même si ce n'est pas encore acté, hein, ce n'est pas quelque chose d'effectif, mais il semblerait que l'idée circule quand même dans certains cerveaux, ce serait de pouvoir
en fait tuer toute capacité d'innovation, de construction. Ce sera en fait se décréter un droit de vie ou de mort sur des sociétés, sur des activités commerciales. Et c'est quand même quelque chose de dangereux. Alors aujourd'hui, ça vise Huawei. Demain, ça peut très bien viser Xiaomi, OnePlus. Ça peut viser en fait tous les constructeurs chinois. Après tout, rien n'interdit. Enfin, rien n'interdit de l'imaginer. Mais ça pourrait également viser, pourquoi pas, des constructeurs un jour européens, pourquoi pas français. C'est quelque chose, moi, je trouve très pernicieux et que je trouve assez inquiétant dans l'esprit. Après, il y a une autre guerre par derrière, c'est aussi la guerre sur la domination de ce que va être la 5G. Puisqu'aujourd'hui, Huawei est le leader de la technologie 5G. Alors là, je parle de tout ce qui est en fait au niveau des opérateurs téléphoniques notamment. Et les États-Unis, de ce côté, ont pris beaucoup de retard. C'est pour ça que je vous mettais dans la petite frise chronologique sur les 2 derniers mois qu'une rumeur voudrait que les États-Unis envisagent éventuellement de prendre des parts importantes dans certaines sociétés telles que Nokia par exemple, pour justement mettre la main sur les technologies 5G. Donc en gros, ce serait quelque part de casser Huawei et de prendre la main sur les entreprises concurrentes qui vont demain installer l'essentiel au niveau des réseaux. Bon. Est-ce que ça va s'arranger? J'y crois malheureusement pas trop. Est-ce que ça va s'empirer? Peut-être pas. Mais de toute façon, même en l'état actuel, la situation est déjà fort dommageable pour Huawei et pour nous utilisateurs, parce que ce sont des téléphones aujourd'hui qui ne sont plus vraiment des téléphones que l'on peut conseiller. Quelle va être la part de population qui va s'intéresser à leur téléphone? Parce que tout simplement, la majorité des utilisateurs souhaitent avoir des téléphones pleinement fonctionnels au niveau logiciel, ce qui n'est pas le cas. Peut-être qu'avec l'App Gallery, ça va un peu s'améliorer au fil des mois, on peut le souhaiter, on peut l'espérer. Par contre, il ne sera pas possible de récupérer l'intégralité des services, notamment je pense à certains services Google par exemple. En tout cas, cette petite vidéo qui avait pour but juste d'aborder le sujet qui pour moi est important, des risques que nous pouvons encourir vis-à-vis de ces brevets et de l'utilisation des brevets à outrance pour tuer notamment la concurrence, parce qu'il s'agit de ça quelque part. C'est quelque chose qui est à craindre, quelque chose qui pèse sur nous, enfin qui pèse sur nous tous d'une façon générale. Donc je trouve ça vraiment dommageable. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à la liker, à mettre des commentaires. Vous savez que pour l'algorithme de Google, c'est quelque chose d'important. Enfin l'algorithme de Google et notamment de YouTube. Et donc, écoutez, je vous remercie par avance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.